sais bien que ça va encore t'énerver, le café. J'aime le cinéma lorsqu'il est insolent. Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Thelma et Louise travaillaient à deux, et c'était les meilleurs. On va perdre du temps. On est tous mortels. Mais c'est complètement stupide. Ce café est froid depuis 2 heures. J'y ai même mis mes cendres. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on va parler de Nouvelle Vague. C'est donc le dernier film de Richard Linklater qui est sorti ce mercredi 8 octobre en salle. Donc si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à aller le découvrir. Et pour cela, on est accompagné de Aubry Dulin qui joue Jean-Paul Belmondo et Mathieu Panchina qui joue Raoul Coutard. Je pense qu'on ne va pas vous en dire plus et on va vous laisser les découvrir. Celui qui est au milieu, c'est Truffaut. À sa gauche, bien sûr, le Chabrol. Et celui avec les lunettes noires, c'est Jean-Luc Godard. C'est lui le vrai génie. Du moins, c'est ce qu'il te dira. Moi, je suis prêt à réaliser. Maintenant. Aujourd'hui, tout le monde adore la nouvelle vague. Tout ce dont on a besoin pour faire un film, c'est d'une fille et un flingue. On n'aura jamais J.T. Burger. I never even said that I'd do the picture. Voici le film en résumé. Ne montre ça à personne. Hein. Allez, Entrons dans l'histoire du cinéma. go. Moteur, Raoul. Moteur, Raoul. Moteur, Raoul. Moteur, Raoul! Moteur! En 2 semaines, on a eu 8 demi-journées de travail. D'ailleurs, je pourrais très bien vous laisser tomber, vous et votre film. Vous commencez à comprendre. À demain. Chaque film est constitué de 5 films différents. Le film qu'on écrit, le film dont on distribue les rôles, le film qu'on tourne, le film qu'on monte et le film qu'on sort. Ne ralentis pas jusqu'à ce que tu n'aies plus de tout. S'ils veulent la nouvelle vague, donnons-leur un raz-de-marée. Je m'appelle Mathieu Panchina, je suis comédien. Je fais d'autres trucs aussi à côté. Je mets en scène, je réalise, j'écris. Je fais un peu touche à tout. Et j'ai un long parcours de théâtre et qui a pris un virage plus vers l'audiovisuel depuis 2-3 ans. Et je tourne de plus en plus. Voilà. Et j'aime bien... alors, ce que je peux dire, c'est que ce que j'aime bien, c'est quand les rôles sont plutôt marrants, mais dans des trucs qui sont pas marrants, voilà. C'est là où je me sens le mieux, moi. Moi, je m'appelle Aubry Dulin. Je suis beaucoup moins expérimenté que notre ami Mathieu. Non, expérimenté. Moi, c'est mon premier film, donc j'ai fait une école de théâtre avant. Et pareil, je suis en train de commencer à écrire des pièces de théâtre, des longs métrages, des séries. J'essaye d'écrire un petit peu pour créer mes propres projets, puisque avant celui-là je n'avais rien, donc il fallait bien s'en sortir. On se demandait comment est-ce que vous êtes arrivé dans ce projet et comment vous avez pu accéder à ce casting. Alors moi, ça a été assez rocambolesque, c'est assez marrant. En fait, en décembre 2023, parce que le film a été tourné en mars-avril 2024. Et en décembre 2023, j'ai un copain qui m'appelle, qui me dit « Hey Mathieu, est-ce que tu peux venir m'aider pour faire une tape là ?» Je lui dis « Ouais, viens à la maison, pas de problème. » Il me dit « Ouais, parce qu'il cherche plein de rôles là pour un truc et tout, ça a l'air pas mal et tout. Il y a peut-être un rôle pour toi. » Et en fait, c'est marrant parce que quand il me l'a proposé, j'ai vraiment senti le mec qui culpabilisait de me demander de l'aide et qui du coup me dit « Non, mais on va trouver un rôle pour toi. » quoi. C'était un peu voilà. Et donc il me dit, il m'envoie les photos, lui passer pour le rôle pour Romer. Et en fait il m'envoie une photo de Raoul Coutard et vraiment je vois la photo et je dis ouais. Il me dit si on va le passer pour toi, il y a moyen de le faire et tout. Je dis ouais, bon, me donnerait mais faisons-le, c'est rigolo quoi. On sait jamais. Et je l'ai fait et ça c'est un premier tour à la maison. Après il y a eu un deuxième tour avec le directeur de casting où j'ai fait une espèce d'impro tout seul qui durait hyper longtemps.
où je devais décrire un lieu en disant ouais, on peut tourner par là, ouais, c'est pas mal, ouais. Et j'étais un peu pris de court et du coup voilà, je suis pas mauvais mais je suis pas non plus flamboyant. Et là il m'est arrivé un truc de dingue, début janvier, le 6 janvier exactement 2024, je m'en souviens. J'ai un copain qui m'appelle qui me dit ouais c'est mon anniversaire, je fête mon anniversaire, je le fête le lundi parce que c'est le jour même et que j'ai pas envie de le fêter un autre jour. Et ça te dit de venir. Et moi je rentrais de vacances et tout, j'avais pas trop envie et tout. Machin. Et le jour de l'anniversaire, je me dis allez vas-y j'y vais. Je sais pas pourquoi je sens qu'il faut que j'y aille. J'y vais, je me retrouve sur le balcon, il neigeait et tout, je regarde, je suis un peu tout seul, je connais personne. Et il y a une nana qui dit ah salut, je lui texte une clope, parce que je fumais à l'époque et il faut pas fumer, c'est pas bien. Et elle me dit tu fais quoi? Je suis comédien. Ah bon mais mon mec il est comédien, il va trop percer et tout. Je dis ouais d'accord, c'est le genre de truc que j'ai déjà entendu 1000 fois. Il dit parce que là il va jouer Godard dans un film américain. Je dis mais Godard, ouais là c'est un truc genre Nouvelle Vague. Ouais c'est ça exactement et tout machin. Et je lui raconte que je passe le casting. Elle me dit ah mais c'est fou. Elle appelle Guillaume, donc Guillaume Marbeck, qui joue Godard. Et on commence à discuter et on a passé 1 heure où il me raconte ce qu'ils attendent de Coutard et du coup il me dit non mais vas-y fais-le un peu comme ça, non fais-le plus comme ça. Et on est dans la soirée tous les deux dans un coin de la soirée et on joue la comédie quoi. Et il me fait passer une sorte de répétition de prépa au casting pendant la soirée. Et donc le lendemain j'envoie un mail en disant j'ai rencontré Guillaume Marbeck, il m'a donné des conseils, j'aimerais bien faire le 2e tour et il m'a dit ok. Et du coup j'ai fait le second tour. Et le jour du second tour où j'ai rencontré Eric, la première elle était pas terrible. Et Guillaume il me dit rappelle-toi ce qu'on a fait la soirée. Et ça m'a libéré un truc et on a fait une 2e, elle était nickel. Et, voilà. Et après j'ai été pris. Voilà le résumé de mon casting. Je te passe le micro. Je te remercie. Moi le casting, j'ai vu une annonce sur Facebook du coup qui disait on recherche quelqu'un qui ressemble à Belmondo, jeune. On me l'avait dit 2-3 fois quand j'avais 16 ans que je lui ressemblais un peu. Du coup j'ai dit dans le doute, sur un malentendu ça peut passer. Et donc j'ai envoyé une vidéo de présentation. On devait raconter une scène d'un film qui nous a marqué. Enfin moi c'était ça en tout cas. Moi il fallait que je présente un objet qui m'était cher. Et j'ai présenté un DVD. On m'a demandé une scène qui m'avait marqué. Et j'avais fait un mémoire sur le Joker il y a 6 mois avant. Du coup j'ai parlé de cette scène-là du Joker. On m'a rappelé, pareil, j'ai fait un premier tour avec Stéphane Battu, le directeur de casting. Il nous avait envoyé une vidéo, moi c'était une vidéo INA d'une interview de Belmondo, juste après À bout de souffle. Du coup j'ai dû refaire cette interview avec Stéphane Battu. Et pareil, il m'a posé des questions, j'étais un peu paumé, il me demandait donne-moi un souvenir qui te rappelle la liberté absolue. J'étais en mode waouh, il m'a pris de court. Et après il m'a fait un peu une impro aussi où je devais me balader dans le lieu où il n'y avait rien. Il fallait que je fasse croire que c'était le décor d'À bout de souffle et que Belmondo était en train de découvrir le décor. Bon, ça se passe plutôt bien, mais pas trop d'avis sur mon casting. Et j'oublie un peu ce truc jusqu'à ce qu'il me rappelle, c'était tard. Hein. Entre le premier et le 2e tour, c'était je crois qu'il y avait 2 ou 3 mois qui sont passés. Du coup, octobre, je repasse un casting, mais là du coup en présence de Michel Alberstadt, la productrice, et Richard Linklater, le réalisateur. Et j'arrive et c'est terrifiant parce qu'il y avait beaucoup de monde. C'était pas vraiment un décor de ciné. On nous dit là voilà vous êtes dans la chambre de À bout de souffle. Et du coup j'ai un peu paniqué. Mon premier casting je l'ai foiré complet. Mais Richard, j'ai eu la chance qu'il voit quelque chose un petit peu de cool en moi. Et du coup il m'a demandé de me revenir le lendemain. Et là après ça s'est bien passé. Je savais où j'allais. Le directeur de casting m'a dit tranquille, t'es le seul à revenir. Et là après du coup j'ai attendu encore 2 mois avant qu'on me donne une réponse. Mais sinon après j'ai eu une réponse positive et là c'était assez fou. On se demandait aussi quelle a été votre réaction lorsque vous aviez su que vous alliez travailler sur le prochain film de Richard Linklater et si vous le connaissiez déjà, peut-être que vous ne le connaissiez pas. Alors moi c'est là où ma réponse va être très rapide, c'est que je ne connaissais pas cette personne avant le tournage, avant le casting. Donc j'ai pas eu forcément de pression. Je l'ai découvert pendant les phases de casting. J'ai regardé sa filmographie pendant le casting. Je me suis dit, si jamais on me pose une question en mode c'est quoi ton film préféré, Linklater, et que je suis en mode je sais pas ce que c'est cette personne. Mais non, du coup, pas trop de pression pour ma part. Je me suis pris la pression à partir du 2e tour où j'ai un pote qui m'a dit mais ouais, je suis Richard Linklater, hyper connu comme type, genre il était aux Oscars et tout. Donc tranquille. Pareil. Mais ouais, moi je savais pas qui c'était. J'avais pas du tout fait le lien. Et en fait, à chaque fois, je m'en suis rendu compte quand dans la réaction des gens.
Et quand tu vois quelqu'un dire bah là tu fais quoi, bah là je suis un film et tout, ouais, c'est trop bien et tout, c'est qui, c'est Richard Linklater, mais non. Et en fait c'est dans ce mais non que tu comprends c'est pas anodin quoi, et qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient être à ta place. Enfin, je sais pas si on était beaucoup dans ce cas-là, pas trop, parce que Richard il est à la fois très connu mais pas très connu, voilà. Et si tu connais pas un peu le cinéma indé américain, tu le connais pas forcément quoi. À titre indicatif, la personne ne nous a jamais mis la pression et il s'est jamais comporté comme une rockstar. Hein. C'est vraiment, il était d'une simplicité sans nom, il était très cool, très détente. Il nous a jamais dit je suis Richard Linklater, vous devez honorer qui je suis. Donc comme on le connaissait pas et que lui nous connaissait pas et que... Il parle pas français. Vraiment, c'était très tranquille quoi. Non, en vrai, c'était ça qui était marrant. C'est vraiment, il y a un truc détente de l'espace. C'était un film de copains, film de bande quoi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'en parlais encore ce matin. Mais moi, c'est la grande force du film, je trouve. C'est ça. C'est que il y a une interconnexion entre chaque interprète qui est assez dingue, que j'ai rarement vu au cinéma. Je sais pas si c'est parce que je les connaissais, du coup c'est pour ça que j'ai un peu enquêté. Et même les gens qui ne nous connaissent pas m'ont dit un peu la même chose quoi. M'ont dit que vraiment on est dans un film où la bande, et il a réussi à capter cette chose-là, de la bande de copains quoi, qui font un truc ensemble. Et ça c'est fort. C'est vrai que cette énergie, en tout cas, elle a été palpable à l'écran en tant que spectateur, et ça m'emmène à une autre question qu'on se posait, c'est que À bout de souffle, c'est le premier film de Jean-Luc Godard. Est-ce que pour vous, il y avait aussi cette énergie d'un premier film ? Oui, en fait, alors c'est le premier long métrage de Godard, parce qu'il a fait des courts métrages avant, mais c'est son premier truc avec un peu plus d'ambition, et je pense que dans Nouvelle Vague, on ressent ça pour plein de raisons. D'abord parce qu'il a pris que des acteurs inconnus, sauf Zoé Deutch qui est plus connue, mais comme Jane Seberg était plus connue à l'époque aussi. Et le fait qu'on soit tous des grands inconnus au moment du tournage, et donc personne qui se la pétait ou qui se croyait au-dessus d'eux, de quiconque, on est tous un peu au même endroit, et donc... Je pense que ça colle bien à ce que c'était à l'époque quoi. C'est Belmondo, nous on connaît Belmondo, quand on dit Belmondo on dit ah waouh le monument, mais en fait à l'époque c'était un nobody quoi, c'était un mec comme nous. Godard pareil, et Raoul Coutard pareil, qui est après devenu le chef opérateur emblématique de toute la Nouvelle Vague, qui a une filmographie à faire pâlir n'importe quelle personne qui veut travailler dans le cinéma. Mais en fait à l'époque c'est personne quoi. Enfin c'est personne, il a fait deux films, et donc en fait c'est un choix assez judicieux de la part de la production. Parce que c'est plus facile de faire un film quand il y a une tête d'affiche, économiquement parlant, de monter sur un nom, etc. Là, ils l'ont monté sur Godard, qui n'est pas n'importe qui, enfin sur Jean-Luc Godard, sur À bout de souffle surtout, et sur Linklater, mais ils ont assumé pleinement de prendre personne de connu au casting, et ça demande beaucoup de courage, je pense, au départ, mais je pense que c'est payant. Là, ils ont carrément réussi leur pari. Ouais, de ouf. Comme disait Mathieu, il y a plein de similarités entre À bout de souffle et Nouvelle Vague, puisque je pense qu'on a eu aussi cette excitation à tourner Nouvelle Vague qu'ils ont eu à tourner À bout de souffle. Tout le monde était un peu sur l'excitation du premier. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'on était tous un peu sur notre premier gros projet. On avait tous un tournage assez conséquent, on allait passer du temps tous ensemble, on a répété ensemble avant et tout. Et du coup, quand on est arrivé sur le tournage, je pense qu'en effet, il y avait un truc d'excitation au point que des fois, on saoulait un peu le premier assistant qui nous disait « Chut, arrêtez là, on travaille ». On était un peu à faire des conneries tout le temps, à rigoler. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Guillaume et Zoé, ils tournaient parfois souvent ensemble. Et du coup, on se retrouvait à attendre avec toute l'équipe technique de À bout de souffle. Mais du coup, on attendait dans les loges, on n'avait pas de loge. Donc, on était tous ensemble. Et du coup, il y avait un peu un truc d'excitation. On attendait, on était fatigués, on se faisait des blagues. Et je pense que c'est ça qui ressort du film de Nouvelle Vague. C'est un peu un truc où c'est des potes qui font un film. Et comme on est potes dans la vraie vie et qu'on a réussi à construire ça avant le tournage, du coup, forcément, pendant le tournage, ça s'est senti. Et dans le film, ça se ressent, je trouve. Et j'ai même l'impression que, alors je suis pas au courant de toutes les histoires de Nouvelle Vague ni de toutes les histoires de À bout de souffle, mais j'ai même l'impression que les amitiés les plus fortes et les amitiés les plus faibles en opposition se sont ressenties un peu sur le tournage. Qu'il y a un truc qui nous a dépassé, comme si on était habité par l'ambiance de. Voilà. C'est assez étrange.
comment est-ce que vous avez un peu appréhendé vos personnages? Parce que du coup, ça a été un peu différent. Toi, Aubry, tu as dû beaucoup travailler avec des archives, alors que toi, Mathieu, ça devait être un peu plus compliqué parce que Raoul Coutard, il est derrière la caméra. Ça a été un vrai défi. Ça a été un vrai gros défi. J'ai travaillé en plusieurs temps. J'ai vu des interviews. Effectivement, j'avais oublié ça, mais pour le casting, j'avais préparé une interview de Lina, où Raoul Coutard parle. Ça dure 1 minute 30, donc j'avais quelque chose de la voix déjà assez basse, assez caverneuse. En fait, le problème que j'ai eu, c'est que toutes les vidéos que je trouvais de lui, c'est souvent des vidéos où il est assez âgé et où il commente tout ce qu'il a fait dans sa vie. Parce qu'il a une filmographie tellement incroyable qu'il était tout à fait légitime et précieux d'aller lui poser des questions et de l'interviewer par rapport à tout ça. Mais assez peu d'archives jeunes. Et il y a eu plusieurs choses qui m'ont aidé. D'abord, j'ai lu son autobiographie, mais son autobiographie, elle traverse toute sa vie. Et du coup, il l'a écrite plutôt vers la fin de sa vie. Et donc, je savais qu'il y avait un biais d'interprétation et du souvenir, quoi. Je savais que quand il racontait sa jeunesse, c'était le souvenir qu'il en avait, que ce n'était pas forcément la réalité. Donc j'ai essayé de faire un mélange entre ce que lui racontait et ce que j'avais perçu de la personne. Et de passer un peu tout ça dans mon cerveau malade et d'essayer d'en sortir quelque chose qui colle avec moi. Et il y a eu plusieurs étapes. La première étape, ça a été de me rendre compte qu'il était assez marrant. Et j'ai assez vite capté qu'il était assez marrant. Et je me suis dit, ça me plaît parce que moi, j'aime bien me marrer. Et du coup, je pense que là, on s'est un peu retrouvés à cet endroit-là. Je pense qu'on se serait bien marré. Ou pas du tout, peut-être qu'on se serait pas du tout aimé, mais ça, j'en sais rien. Et l'autre chose qui m'a beaucoup aidé, quand j'ai lu son autobiographie, je me suis arrêté après à bout de souffle. Et après, j'ai arrêté en me disant, je veux pas savoir ce qu'il a fait après pour pas me polluer du reste, quoi. Et je sais pas si c'était de la flemme ou si c'était... c'est un peu de la flemme aussi, je pense. C'est un peu, ouais. C'est vrai. Un peu de la flemme, mais il y avait un vrai truc. De la flemme justifiée, voilà, on va dire ça. Non, et après, l'autre étape qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il a réalisé 3 films, dont un film qui s'appelle Hoa Binh, je crois, qui est sur le Vietnam, parce qu'il a été très marqué par la guerre du Vietnam. En fait, à la base, c'est un sergent qui devient reporter de guerre où il filme des reconstitutions. De l'autre de Tassin dit, on va arrêter de filmer des reconstitutions, on va embarquer les reporters avec nous. Donc il se retrouve à faire la guerre avec les gens, sauf que lui, il a une caméra et il filme les gens qui font la guerre, quoi. Il est à côté d'eux. Donc c'est un gros délire. C'est comme ça qu'il se retrouve sur le film, parce qu'en fait, il a cette capacité à filmer caméra à l'épaule et à choper des instants à n'importe quel endroit de Paris. Voilà. Et en fait, dans Hoa Binh, il y a un moment où il fait un petit caméo, et on le voit acheter un journal à un gamin, et puis le gamin lui fait un truc, et du coup, il court sur 2 pas en faisant « je sais pas quoi ». Et en fait, je l'ai vu, c'était la première et la seule fois où je l'ai vu debout en entier en train de bouger. Et ça dure pas longtemps, mais ça m'a libéré un truc. D'un coup, il y a un truc qui s'est éclairé, je dis ah oui, il bouge comme ça, et il y a un truc qui a résonné dans mon corps. Et ce qui était jusqu'alors un travail un peu intellectuel de la personnalité, de comment il voit le monde, de comment il place sa voix, etc. D'un coup, devenait quelque chose de plus organique, et ça m'a un peu sauvé la vie. Moi, ce que je trouve fou, je sais pas si vous avez cette impression-là, mais c'est que toute la partie du casting de l'équipe d'À bout de souffle, genre les personnes dans la vraie vie sont très proches des personnages qu'ils jouent. Moi, je trouve que Mathieu est très proche de Raoul Coutard. Et c'est ça qui me fait encore plus rire quand je vois le film, c'est que j'ai vraiment l'impression de voir Mathieu aigri par la vie, qui est là. Oui, bah oui, je peux faire ça. Vraiment, ça me fait trop rire. Du coup, Stéphane Battu fait un travail fou sur ça. Alors que c'est franchement, pour eux, c'est beaucoup plus dur de bosser sur Coutard ou même Benjamin sur Rissian, parce que, comme tu disais, ils n'avaient pas trop d'archives, donc c'était surtout s'imaginer un peu, tu vois, et le faire découvrir au grand public sur Nouvelle Vague, parce que moi qui connaissais pas Bout de Souffle, Raoul Coutard, je n'avais jamais entendu parler, donc je l'ai découvert à travers Mathieu. Je trouve ça trop chouette. Moi, ça a été plus simple du coup, puisque j'avais beaucoup plus d'archives. J'avais beaucoup plus d'archives d'interviews, de films. Donc je me suis basé pas mal sur, dans un premier temps, les interviews que je pouvais voir dans les années 60. Pareil, j'ai un peu eu la flemme. Hein. J'ai un peu fait le flemmard. Hein. C'est que je me suis tapé tous les films de Belmondo jusqu'au Magnifique, je crois, Max. Après, je me suis dit, vas-y, c'est plus le gars que je vais jouer, c'est un autre level, ça devient l'icône. Enfin, il y avait un truc très important de comprendre qui il était vraiment dans sa simplicité, parce que j'ai l'impression que c'était quelqu'un de très simple et très gentil. Enfin, il se prenait pas la tête. Et du coup, j'ai beaucoup regardé ses interviews. J'ai aussi regardé, il y a plein de docus qui ont été faits sur lui, où des amis à lui ou des proches à lui parlent de lui. Je trouvais ça hyper important de savoir comment les gens parlaient de lui.
Parce que je me suis dit, moi, c'est ça que je vais retranscrire. Les gens, ils vont voir Belmondo. Donc il faut qu'ils voient Belmondo comme ses amis le voyaient à l'époque. Je trouvais ça hyper important, plutôt d'abord que de comprendre sa psychologie, comment il pensait, Je me suis dit, je vais d'abord essayer de comprendre ce qu'il dégageait pour ensuite pouvoir interpréter au mieux le perso. Et après, moi, il y a eu différentes phases. Il y a un phrasé qui était reconnaissable. Il avait une gouaille un peu particulière, donc je me suis penché sur ça avec ma prof, Yveline Amon, que j'embrasse. Non, elle m'a beaucoup aidé. C'était une prof de théâtre à l'époque qui m'a vachement aidé sur comprendre comment il faisait les R, qui mettait le R en gorge par exemple, ou plein de trucs comme ça. Donc très technique. Et après, en vrai, j'ai commencé à faire 1 mot, 2 mots, 3 mots. Et après, j'ai commencé à me dire, ok, je peux un peu tout faire en Belmondo. Et puis, genre 3 jours avant le tournage, j'ai découvert que quand je mettais ma mâchoire un peu en avant, ça me permettait juste d'être Belmondo et de plus penser à rien. Et du coup, j'ai eu de la chatte. En vrai, j'ai trouvé ça 3 jours avant. En vrai, c'est ouf. Non, mais vraiment, je trouvais ça dans l'urgence en mode, je sais pas pourquoi, pendant une répète, je me suis rendu compte que j'avais la mâchoire en avant. Je me suis dit, en fait, pourquoi je la laisserais pas toujours en avant, la bouche toujours un peu ouverte parce qu'il avait toujours verte. Et voilà. Après, la boxe aussi, ça m'a aidé. J'ai eu pas mal de cours de boxe avec Mounia qui m'a grandement aidé et ça aide beaucoup à comprendre le perso aussi parce qu'il avait une boxe particulière et je trouve que ça permet d'être un peu plus détendu. C'était un gars très relax, quoi. Il était flegmatique, je crois que c'est ça le terme. Il était très détendu dans son corps, dans sa voix, dans sa façon de penser. Donc c'était vraiment profiter au présent et pas penser à l'avenir. Donc j'ai essayé de me mettre un peu dans cet état d'esprit en mode j'arrivais le matin, je me disais ok, je vais faire ce qu'on me dit de faire, je connais mes lignes, je vais pas penser à si c'est bien ou pas bien. Je me rappelle qu'on a eu cette discussion plein de fois avec ton acteur. Il disait ouais, moi j'arrive pas à me dire si c'est bien ou pas bien. Ouais, j'étais en mode en vrai, je le fais, si c'est pas bien on me le dira, si c'est bien on me le dira. Il y a un truc aussi qui est intéressant et dont on se rend pas forcément compte, c'est que moi j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu avec Raoul Coutard pendant 2-3 mois, quoi. Et avec ma femme, Laura, qui m'a beaucoup aidé à travailler, il vivait avec nous, on était 3, quoi. C'était un ménage à 3 pendant un temps. Mais c'est vraiment, par exemple, c'est des trucs débiles, mais à un moment elle se promène dans Paris, elle passe à côté d'une fripe un peu vêtements militaires des années 50. Elle rentre dedans et puis elle voit un pantalon, elle dit putain mais c'est trop Raoul Coutard ça. Et elle m'appelle, elle dit viens et tout, du coup j'y vais, j'ai acheté le pantalon et je l'ai acheté pour le casting. Et je le mets de temps en temps encore parce qu'il est plutôt bien fit, hein, il me va bien. Mais du coup c'est vraiment ce genre de choses où tu vas une fripe, un bouquin, un film qui n'a rien à voir. Par exemple j'ai regardé un film qui s'appelle Les Confins du Monde qui est réalisé par Guillaume Niclou. Parce qu'en fait, Guillaume Niclou a rencontré Raoul Coutard, que Raoul Coutard lui parlait beaucoup du Vietnam et que Guillaume Niclou a voulu faire un film à partir des souvenirs que lui racontait Raoul. Et donc il a fait ce film Les Confins du Monde, qui à mon avis est pas du tout l'histoire de Coutard, mais dans les images et dans la façon dont le film m'a marqué, m'a hanté, ça m'a impacté sur le tournage. Et en fait, c'est ça, c'est ça de travailler un rôle quand on a autant de jours de tournage, quoi. C'est d'aller picorer à gauche, à droite, d'être curieux, de creuser, ouvert, et puis d'un coup tu vois, moi j'en ai parlé à mon orthophoniste, on va dire oh, c'est débile, mais en fait c'est tout ça, tu lances des perches, et puis il y en a qui répondent, il y en a qui répondent plus ou moins, tu vois, mais c'est génial, c'est comme un jeu de piste, c'est extraordinaire. Et du coup, Nouvelle Vague, évidemment, ça reprend les codes de ce mouvement. Est-ce qu'il y avait un côté jouissif ou alors est-ce que c'était très contraignant ? Alors le problème c'est qu'on n'a pas tant de points de comparaison, donc c'est un peu compliqué de répondre, mais ce qui était vachement libérateur, c'est qu'on avait du temps de tournage. Dans tous les sens du terme. Déjà moi j'ai eu 18 jours, c'est un personnage que tu peux construire, que tu peux faire évoluer, grandir, tu as le temps de t'imprégner de lui avant, en amont, et de le traverser, de lui faire vivre plein de choses. En plus de ça, on a eu du temps et de la liberté sur le plateau, parce que c'est un rythme de cinéma qui est beaucoup plus tranquille qu'un rythme de télé ou pire que de quotidienne. Il faut savoir qu'un truc comme Plus belle la vie, enfin toutes les sitcoms quotidiennes, ils peuvent être à 8 ou 10 minutes effectives par jour. Une série télé moyenne, elle est à 4-5 et nous on était à 1 minute par jour, quoi. Un truc comme ça, 1 minute de 10 peut-être par jour. Donc on a vraiment le temps. Ça veut dire que chaque jour on fait 1 minute de film. Donc en fait, tu as toute la journée pour faire pas grand-chose finalement. Enfin, c'est pas vrai, en fait, tu bosses, mais ce que je veux dire, c'est que tu as le temps de refaire des scènes, tu as le temps d'explorer. Il y a plein de fois où Richard il nous disait vous voulez en faire une autre ?
Moi, j'avais jamais entendu ça sur un plateau, quoi. C'est un truc de, si vous voulez, on en fait une autre. Et donc tu dis, je sais pas. Et des fois tu dis oui, des fois tu dis non, selon si tu sens que tu peux amener. Des fois tu dis, tiens, là j'ai l'impression que je peux aller chercher autre chose. Il y a une petite porte qui s'est ouverte. Et du coup tu le fais, ça déplace un peu la scène. Du coup tu la refais encore une fois, ça la redéplace encore. Et on a eu le temps d'explorer, sachant qu'on avait déjà eu 15 jours de répétition avant le tournage. Ouais, on a eu le temps, quoi. Et donc ça. C'est pas en lien avec la question, parce que ce que tu me demandais, c'était par rapport à la nouvelle vague. Mais ce qui est certain, c'est que déjà le fait de faire du cinéma permet d'avoir du temps et de l'espace pour essayer des choses. Après, le fait d'être dans l'époque de la nouvelle vague, ça a amené quelques contraintes liées au langage, par exemple. Parce que là, si vous nous écoutez dans le podcast, si vous êtes un peu attentif et attentive, vous entendez plein de tics de langage qu'on a chacun, de dire du coup, du coup, par exemple. Et à l'inverse, cette contrainte-là, il y a aussi plein de zones d'ombre sur lesquelles on peut inventer ce qu'on veut. Et où là, c'est une vraie liberté. Et le fait de la nouvelle vague était aussi, en tout cas, À bout de souffle de Godard, c'est un film sur la liberté, empreint de liberté. Quand Godard il filme, il dit moi je veux faire comme je veux, quoi. Et il s'affranchit de tout un tas de règles de l'époque, donc il transgresse même certaines règles. Et donc il y a de fait un élan de liberté qui rejaillit sur tout le film. C'est super beau ce que tu dis. Non, c'est vrai que les contraintes qu'on a eues, en vrai, je pense qu'on a eu plus de contraintes que la nouvelle vague, dans le sens où on avait des bases, on faisait un making-of d'un film. Enfin, making-of non, mais on était basé sur un film, donc forcément on avait des contraintes visuelles, puisque des fois on refaisait des scènes du film. Donc là, à partir de là, on n'avait aucune liberté, puisqu'on était juste en train littéralement d'apprendre une chorégraphie pour refaire exactement comme dans le film. Après, c'est vrai qu'on a réussi à trouver notre liberté, notamment, je trouve, aux répètes. Où en fait, comme Richard nous disait vouloir faire une après chaque prise, aux répètes, il était vraiment OK si on voulait rajouter des phrases, si on voulait changer des phrases. Juste la contrainte qu'on avait, comme disait Mathieu, c'est le français, où forcément à l'époque, je peux pas dire wesh, quoi, par exemple, tu vois. Donc c'était des contraintes sur ça, mais je trouve qu'on a réussi à trouver notre liberté chacun, ce qui fait que je pense que le film fait aussi ce truc-là de vent de fraîcheur et on a l'impression qu'ils sont hyper libres tous, alors qu'on n'était pas hyper libre en soi, puisqu'on avait quand même des contraintes budgétaires, des contraintes sur le planning, où c'était quand même des journées très chargées. J'ai l'impression qu'en fait Richard nous a tellement inclus dans le projet que du coup on a eu cette liberté tous, on a tous pris une place on n'a pas forcément le droit quand on est comédien sur un tournage. On a une petite place en plus qui nous a permis du coup de trouver un endroit où on était confortable et où on se sentait libre de faire un peu ce qu'on voulait, sachant qu'on avait tellement bossé avant, on a tellement répété que quand on était sur le tournage, tout le monde savait ce qu'on avait à faire. Et du coup, il n'y avait pas eu toute cette pression de attention, on est serré, tu sais que tu dois faire ça, ça, ça. On n'avait même pas besoin de se dire ça, on savait ce qu'on avait à faire chacun, que ce soit le technicien, le gars qui gère la lumière, la personne au son, ou même les comédiens, le réel, on savait tout ce qu'on avait à faire. Du coup, forcément, les prises étaient plus rapides et donc on avait le temps d'en faire d'autres si on voulait tenter d'autres trucs ou quoi. Et du coup, c'était trop chouette. Enfin, moi, j'ai jamais senti de grosses contraintes. Au contraire, j'ai senti une liberté de ouf pour tout le monde, j'ai l'impression. En fait, la liberté principale, elle est venue du fait que Richard nous a impliqués dès le début, pas dès le début du film, mais dès le début avant le tournage, je veux dire. C'est-à-dire que les répétitions et tout ça, et qui nous a laissé donner notre avis sur nos propres dialogues et les modifier, les soumettre des modifications qui sont passées ou pas selon, parce qu'en fait il y a plein de gens qui avaient leur regard, mais il y avait une vraie discussion et on a eu un vrai impact et on s'est emparé chacun de ça. Et donc la vraie liberté vient de cette envie de Richard de nous impliquer, à mon avis. Nous, la première fois qu'on a vu Nouvelle Vague, qu'on a vu que c'était Richard Linklater qui le réalisait, on s'est dit quand même c'était un Américain qui s'attaquait à un monument français. Mais après, en fait, on a vu que la production, elle était exclusivement française. Oui, c'est une production française avec des acteurs français, tournés en français, des techniciens qui sont tous français. Je crois qu'il y a un peu de pognon des Américains parce qu'il y avait... Non, même pas, ils ont pas... Donc c'est tout 100% français. En fait, la seule personne qui n'était pas française, c'était Richard et Zoé. Du coup, ça nous amène à une question qui était comment... Enfin, vous aviez répondu en partie tout à l'heure, mais
comment était la communication sur le tournage, dans quelle langue vous parliez? Est-ce que tout le monde parlait bien anglais? Non. Bah après, c'est un peu chacun, on se débrouillait en anglais. Beaucoup de... Je crois que déjà, on avait quand même pas mal de recul sur... Enfin, je sais pas si c'est moi, mais moi j'ai l'impression d'avoir pas mal de recul sur ce que je faisais. Et étrangement, du fait des répétitions, du fait de ce qu'on s'était dit, de tout il y a un truc très fluide. Il faut savoir que Richard, il travaille, ça c'est hyper intéressant je trouve, en posant des questions. C'est-à-dire qu'il dit pas fais ça, il dit est-ce que tu crois que c'est juste de faire ça? Et c'est pas des questions fermées quoi, dont la réponse est implicite et une fausse politesse pour te dire de faire autre chose. C'est une vraie question. Par exemple, moi je me souviens, sur le premier jour de tournage de À bout de souffle, donc dans le film c'est au bout de 45 minutes de film, on est au café là, et il y a Jen Seberg, enfin Zoé qui fait une blague, et moi je rigole. Enfin tu vois, sur la prise je rigole. Il vient me voir, il me dit est-ce que tu crois que Raoul il rigole à ce moment-là? Et en fait, mais il me le dit pas en mode tu crois vraiment qu'il, tu vois, avec un petit sourire non pas du tout, c'est vraiment il me pose la question. Et je réfléchis, je dis ben oui je crois parce qu'en fait ça je lui explique le pourquoi. Il me dit ok, on essaye. Et je le refais et celle d'après me dit ok c'est super. Parce qu'en fait d'un coup le rire que j'avais, qui était peut-être un peu juste spontané mais un peu creux, était nourri d'un truc un peu plus réfléchi et il avait un peu plus d'ampleur et il m'a pas dit non enlève-le, on l'a laissé et il dit toujours. Donc c'est plutôt cool quoi, c'est vraiment il t'amène à nourrir ton personnage. C'était quoi la question? Ah oui, le fait qu'il parle anglais. Oui, en fait, il y a des gens, il y a Guillaume qui parle bien anglais, qui était avec nous tout le temps. Donc si vraiment on avait un souci, on avait toujours quelqu'un qui pouvait traduire. Ouais, non, bon, je vais pas rajouter grand chose parce que tu as tout dit, mais la question de l'anglais s'est jamais posée vraiment. Genre, on parlait pas tous un anglais divin, mais on s'en sortait, on le comprenait. Et on a tellement, encore une fois, bossé en amont qu'une fois sur le tournage, lui, je pense qu'il avait juste à entendre ce qu'on disait, même s'il comprenait pas, pour savoir si on était au bon endroit ou pas. Et puis après, il y avait Michel, il y avait tout le monde après qui était là pour dire si c'était bon ou pas. Mais ça a jamais été vraiment une barrière à proprement parler. Hein. J'ai pas eu cette sensation en tout cas. Et je crois que personne n'a eu ce truc de merde, il parle pas français, on va jamais réussir à se comprendre. On essayait de se démerder pour lui dire ce qu'on pensait. Lui, il nous disait ce qu'il pensait. Et après, on était en mode ok, vas-y. Puis comme tout le monde était français, après, on parlait en français en vrai. Je vais pas te mentir. On parlait tous en français. Moi, le seul regret que j'ai, c'est de pas assez bien parler anglais pour communiquer avec lui en dehors du plateau. Que humainement, en fait, il y a un truc, comme on n'est pas ni lui ni moi, on est des bavards. Là, c'est un podcast, donc on raconte notre vie, donc on adore ça. Mais dans la vie, je suis pas spécialement facile dans la discussion, le small talk, comme on dit. Et je n'ai pas l'impression que lui non plus. Je pense que c'est quelqu'un d'assez taiseux. Et donc en fait, c'est mon seul regret. Je lui ai dit à la fête dernière, je lui ai dit voilà, le seul regret que j'ai, c'est ça, c'est de pas. Voilà. Il m'a dit ok. Voilà. Non, mais il m'a fait plein de compliments et tout, c'est drôle en fait. En fait, c'est ça. Bon, bref. C'est des espèces de compliments. Du coup, c'est ce que vous avez dit un peu pendant toute l'interview, mais vous aviez l'air d'insister sur le fait que c'était quand même une expérience humaine et artistique très très enrichissante pour chacun de vous. Et du coup, qu'est-ce que ça fait ensuite de le découvrir sur grand écran? En fait, moi je l'ai vu 2 fois le film. Je l'ai vu une première fois en équipe réduite, on était 8. Et j'ai vu le film, et je suis sorti en me disant oh là là, c'est nul, c'est dérythmé au possible, c'est pas possible, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout, je suis dégoûté. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était pas du tout ça. C'est que moi, j'ai passé mon temps à regarder le film en faisant des allers-retours entre mes souvenirs et le film. Et en fait, j'ai pas vu le film. J'ai vu le souvenir que j'avais du film, et c'est pour ça que j'avais l'impression que c'était dérythmé. Par contre, je me suis dit aussi, j'ai l'impression que je suis plutôt bon dedans. Ce qui ne m'arrive quand même jamais. En général, je me regarde, je fais oh non. Et là, je suis pas sûr, mais quand même, j'ai l'impression que c'est pas mal. Et la deuxième fois que je l'ai vu, c'était à Cannes. Et là, c'est incroyable. Parce que là, pour le coup, j'ai vu le film, et le film est très bien rythmé. Et j'en ai parlé avec Guillaume, il a eu le même ressenti que moi, là, entre la première et la deuxième prise. Et il est allé voir la prod en disant vous avez refait le montage, et ils ont dit non, c'est juste que t'as un regard plus neuf quoi. Et il a dit ok. Et là c'était un peu ça. Et la Cannes, dans ce putain de palais des festivals que j'ai vu des milliers de fois en regardant les cérémonies de clôture du festival de Cannes, en regardant des films comme par exemple mon film culte qui s'appelle La Cité de la Peur, où il y
y a plein de scènes dans le palais des festivals. Ben, je suis déjà juste d'arriver, la montée des marches et tout, c'est déjà hyper émouvant. Ouais, avec vraiment un enfant de 8 ans, j'ai revu les vidéos du live là. Alors, je me vois, je dis ouais, là j'ai 8 ans, même pas quoi, 7 ans et demi. Ouais, comme ça, quoi, avec les yeux comme ça. C'est ridicule, c'est trop bien. Et je m'assois et tout, et le film commence. Déjà, j'ai grosse montée d'émotion, le film commence. Et moi, j'arrive au bout d'une demi-heure de film à peu près, dans l'histoire. Et ma première scène, j'ai un peu le cœur serré. Premier rire, dû à ce que j'ai fait. Et là, le palais des festivals, dont tu sais à l'intérieur qu'il y a Tarantino que tu as croisé sur les marches, qu'il y a SCH, qu'il y a Clotilde Courreau et Michael Youn, enfin tu vois que des gens que tu vois pas en vrai, normalement tu les vois qu'à la télé, qui sont là et qui se marrent en fait. Et je sais pas combien il y a de places, 1200 places, 1800, tu vois, 1800 personnes en train de voir le film et qui se marrent à toi avec ta tête en immense. Mais déjà rien que d'en parler, je suis ému. C'est terrible, c'est incroyable. Donc voilà. Pour répondre à la question, je sais plus ce que c'était la question d'ailleurs. Mais... oui, et c'est pour ça que finalement la liberté de l'anglais. Moi, je l'ai vu pareil, pas avec eux parce que je pouvais pas être là, mais je l'ai vu genre un mois après. Je crois que je l'ai vu 2 semaines avant Cannes en fait. Et j'ai adoré le film, mais à l'inverse de Mathieu, moi, dès que j'étais sur l'écran, j'étais en catastrophe. Bon, après, de toute façon, c'est pas à nous de nous juger, mais c'était quand même très compliqué de me voir à l'écran. J'ai la chance de pas être tout le temps à l'écran, donc de pouvoir profiter des scènes où je suis pas là. Donc j'ai pu profiter du film. Et après, je l'ai revu à Cannes, pareil. Cannes, c'était encore pire, je crois, en termes de sensation. Ouais, c'est horrible. En fait, plus je le vois, plus je passe un mauvais moment avec moi-même. Mais plus je le vois et plus j'adore le film, par contre. C'est assez contradictoire. Non, mais à Cannes, il y avait le truc de vas-y, il y a tout le monde qui voit le film. Moi, je me trouve horrible dedans. Et j'avais Tarantino en ligne de mire, genre juste devant. Et j'étais en mode voilà, il voit cette catastrophe. Et du coup, c'était horrible. Mais non, le film en lui-même, je l'adore. Je l'ai adoré dès le. En fait, j'étais plutôt surpris. Moi, je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi drôle. Je me rappelais qu'on avait beaucoup rigolé, mais je m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi marrant et aussi feel good. C'est ce qu'on nous dit. Enfin, moi, j'ai des amis qui me disaient que c'était un feel good movie. Et c'est vrai que moi, je pensais vraiment pas que ce serait autant une énergie comme ça, communicative, où les gens sortent de là en mode ils sont contents. Il y a eu un petit vent d'air frais. Ils ont envie d'aller au ciné, de faire des trucs. Je pensais pas que ce serait autant ça en fait. Donc j'ai été plus surpris agréablement. Moi, j'insiste sur le fait que c'est le rapport au souvenir et qu'en fait on n'était pas dans le film. Chaque scène, je me disais ah oui tiens ça on l'a tourné à ce moment-là. Attends mais ça c'était où? Ah putain c'est ça, c'est le fond vert qu'ils ont changé. Putain génial. Oh là là qu'est-ce qu'on avait eu froid à ce moment-là. Ah tiens ils ont gardé cette prise. Ah je suis pas mal là-dedans. Oh putain trop bien ce qu'il fait machin. Oh là là. Enfin c'est que des trucs comme ça et du coup quand tu passes ton temps à réfléchir à ça, tu t'es pas dans le film et du coup tu as l'impression que le film il est complètement dérythmé. C'est ça la mécanique. Quand tu es dans un film, il faut le voir 2-3 fois avant d'apprécier le film pour ce qu'il est. Et de te détacher de ta performance, du souvenir du tournage, etc. etc. Et nous, on trouve aussi que c'était un super film qui introduit justement au mouvement de la nouvelle vague pour des personnes qui ne connaîtraient pas nécessairement cette période-là. Et du coup, on en vient à une question aussi qu'on se posait, c'était est-ce que vous connaissiez déjà la nouvelle vague? C'était quoi votre rapport à ce mouvement-là? Ou alors, est-ce que c'était un moyen pour vous de découvrir cette période du cinéma? Alors très honnêtement, j'ai envie de te dire évidemment, je suis un grand fan de toute la nouvelle vague. Non, honnêtement, si je suis très honnête, j'avais une culture cinématographique très limitée. Et je commence à la rattraper un peu, mais du coup je rattrape les films actuels et voilà, donc je connais toujours aussi mal la nouvelle vague. J'avais vu des films de Godard, j'avais vu des films de cette époque-là, mais pas tant. Et je pense qu'en fait je les verrai plus tard et que je me dirai ah en fait j'aime bien maintenant. Mais pour l'instant je suis plus dans le cinéma de 2020-2025 français, pour voir ce qui se fait actuellement et comment la matière du vivant de notre époque. Je suis plus là-dedans. Moi, comme Richard Linklater, je n'avais aucune connaissance de la nouvelle vague. J'avais vu les 400 coups. Non, lui avait une très bonne connaissance, mais moi, comme j'avais aucune connaissance sur Richard Linklater, je n'avais aucune connaissance sur la nouvelle vague. Bien vu. Attention. Et lui, il a une très bonne connaissance de la nouvelle vague. Non, je connaissais pas du tout. Je connaissais juste les 400 coups. Je savais même pas que ça faisait partie du mouvement de la nouvelle vague à proprement parler. Et j'en ai regardé un petit peu, mais un peu comme Mathieu en vrai. Avant de me mettre sur le passé, je préfère être
au courant de ce qui se fait aujourd'hui et de ce que c'est le cinéma actuellement et être vraiment calé sur ça pour ensuite repartir dans le passé et voir ce qui a pu influencer et ce qui a fait que le cinéma est comme ça aujourd'hui. Mais je préfère d'abord être bien calé sur aujourd'hui. Enfin, pour moi, je pense que c'est pareil pour toi. On a une ambition de faire du cinéma aujourd'hui et du coup, ce qui nous intéresse, on n'a pas forcément, du moins pour l'instant, d'ambition de réalisation ou de... Enfin, moi en tout cas, je sais pas toi. Mais ou ni de critique de cinéma, ni de... Voilà, on est plus dans un truc de pragmatiquement... C'est pas aussi cynique que je veux voir les gens avec qui j'ai envie de bosser, mais en fait c'est un peu ça, de trouver sa famille de cinéma, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas, dans le cinéma contemporain. Ça nous emmène du coup à notre avant-dernière question. Du coup, après ce grand projet qui vous a tous les deux du coup fait plonger dans le cinéma, comment est-ce que vous envisagez la suite dans cet art, dans un autre, dans plusieurs? Moi, en fait, ça m'éclate de... Là, j'ai rejoué au théâtre pour la première fois depuis 2 ans. C'était la semaine dernière. Et ça m'éclate de jouer. J'ai très, très envie de retrouver les plateaux de cinéma. C'est vraiment un truc qui m'éclate. Il y a plein de films là que j'ai vus et que je trouve géniaux. Et c'est vraiment cet endroit-là que j'ai envie de creuser. Le On ira de Enya Barou, j'ai adoré ce film. Je trouvais ça hyper... J'ai pleuré du début à la fin, j'ai rigolé, c'est vraiment tout ce que j'aime, quoi. C'est cet endroit-là de travail. J'ai vu quoi ? J'ai vu Miséricorde aussi de Alain Guiraudy, que j'ai trouvé vachement bien. La vie de ma mère de Julien Carpentier. Et alors ça, c'est très drôle. Il a fait une série qui s'appelle Dear You, pour laquelle j'ai fait un casting pour la saison 2 d'ailleurs. J'attends la réponse. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, j'ai vu son film... 4-5 jours avant d'apprendre que je passais le casting et que j'avais pas fait le lien entre la série et bon bref voilà. C'est une anecdote un peu nulle. Il en fallait bien aussi. Non mais voilà, c'est ce cinéma-là moi qui me plaît. C'est La vie de ma mère, c'est très beau aussi. C'est avec Agnès Jaoui et William Lebguil et il s'occupe de sa mère qui est bipolaire et qui s'enfuit de l'institut où elle est placée. Il la retrouve, il fait tout un voyage avec elle. Et c'est très drôle et très émouvant. Et en fait, cet endroit-là, quand on arrive à faire passer une histoire qui n'est pas drôle du tout, mais avec de l'humour, et que l'humour ne serve pas à dédramatiser, mais à faire passer le message dramatique, c'est là où je trouve que c'est sublime. Et c'est ça qui me touche profondément. C'est un peu ce que je disais en ouverture du podcast. Moi, c'est ça qui m'intéresse, qui me plaît. C'est-à-dire des rôles où le rôle... j'aime pas dire le rôle comique parce que c'est plus fin que ça. C'est vraiment la bouffée d'air dans le drame. Parce qu'en fait, c'est ce que je fais dans la vie aussi. Quand il y a quelqu'un qui va pas bien, je lui fais des blagues et il va mieux. Enfin, du moins, c'est ce que j'essaye de faire. Et c'est ça que j'aime bien vivre au cinéma. Et c'est vers ça que j'ai envie d'aller. Moi, je t'avoue que je me projette pas non plus trop. C'est pas trop dans mon esprit de forcément me projeter, parce que si je me projette, j'ai peur d'être déçu. Il y a un truc très pragmatique où déjà j'ai fait un film trop chouette. J'ai rencontré des gens trop chouettes, je me suis éclaté et c'est déjà une chance en soi d'avoir fait ce film. Et c'est déjà mieux que ce que j'aurais pu espérer de toute ma vie, je pense, quand j'étais petit et que je me suis dit je vais faire du ciné. Donc je m'estime déjà extrêmement chanceux. Et maintenant, tu vois, je suis beaucoup moins dans une nécessité, quand je pouvais l'être avant en cours de théâtre, à me dire il faut que je fasse du ciné pour faire du ciné. Maintenant, je suis beaucoup plus à me dire ok, j'ai fait ça, maintenant peut-être que j'ai plutôt envie de faire du ciné pour des trucs que j'ai envie de défendre ou des projets qui me tiennent vraiment à cœur. Donc j'ai beaucoup moins ce truc faire pour faire. Après, j'adorais repartir au théâtre. Ça, c'est un truc moi qui me manquait énormément. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de théâtre. J'aimerais bien écrire des films. Je suis en train d'en écrire un. Mais pareil, un peu du coup dans la trempe de On ira, j'aime beaucoup les trucs on parle de sujets très sérieux et on arrive à ajouter des touches comiques qui font que le message passe encore plus et c'est encore plus beau. Mais donc j'avoue que maintenant moi je suis vraiment à prendre le temps et à pas forcément vouloir rebondir de suite. C'est déjà fou ce qui se passe moi c'est mon premier film, on part à Cannes, on fait une promo aux États-Unis, c'est assez lunaire. Et je pense que j'ai besoin aussi de prendre le temps aussi de revenir à la réalité et de me poser chez moi à Montpellier avec ma chérie et juste qu'on profite de la vie aussi, parce que mine de rien c'est pas la vie d'aller à Cannes. Peut-être revenir à la réalité et après voir ce qu'on me propose,
peut-être qu'on me proposera rien. Si on me propose rien, je vais pas pleurer, c'est pas grave, j'ai déjà fait un film, c'est déjà... Enfin, je sais qu'il y a tellement de gens qui auraient aimé faire un film à 27 ans ou même qui ont 50 ans qui en ont jamais fait. Donc je suis en mode, c'est déjà une chance tellement folle que je prends ce qu'on me donne et évidemment, si je peux en faire, j'en referai, mais si je ne refais pas, c'est pas grave. Pour conclure cet épisode, on a un petit rituel qui est que vous nous donniez une rococulture, donc théâtre, ciné, comme vous voulez. Franchement, j'ai envie de parler d'un film qui, j'ai l'impression, n'a pas fait trop de bruit et que j'ai adoré, qui s'appelle Une place pour Pierrot. Ça parle d'un homme handicapé et de comment on gère ça. C'est la sœur de cet autiste qui va du coup décider de l'enlever du centre parce qu'il est shooté aux médicaments, et du coup c'est comment on gère tout ça quand on n'a plus de famille et qu'on essaie de trouver une place dans la société à cette personne-là. Et honnêtement, c'est un des films qui m'a bouleversé ces derniers temps. J'ai chialé, je pense, du début à la fin. Et la personne qui joue Pierrot dans le film est juste exceptionnelle. Moi, je le conseille d'aller voir ce film. Je sais pas s'il est encore au ciné, mais regardez-le quand il sort parce que vraiment, je trouve que ça en dit beaucoup sur notre société. Ça fout une petite claque et en termes d'interprétation, c'est exceptionnel. Et voilà, c'est ma petite reco ciné. Parce que franchement, j'ai pas vu de pub de ce film. Nous, on y allait un peu au hasard. Et je me suis pris une giga claque et je me suis dit, putain, c'est tellement dommage qu'on n'en parle pas plus parce que c'est des films comme ça qui parlent de vrais sujets, qui pourraient impacter tout le monde et qui pourraient changer tellement de choses que franchement, foncez-y, quoi. Je réfléchis un peu. Je suis en train de regarder ma mémoire sur Letterboxd, parce qu'en fait j'ai un compte Letterboxd sur lequel je mets les films que je vois juste pour me souvenir que j'ai vu ces films. Ben ouais, moi il y a 2 films que vraiment j'ai adoré. Il y a On ira, qui vraiment m'a bouleversé, de Enya Barou là. C'est vraiment c'est drôle, c'est touchant, c'est émouvant, moi j'ai pleuré pendant la moitié du film. Et je sais pas, ça m'a bouleversé ce film pour plein de raisons personnelles et humaines. Et c'est une dame jouée par Hélène Vincent qui veut partir en Suisse pour mourir, sauf qu'elle l'a pas dit à son fils qui est joué par David Ayala. Et en fait, elle part espèce de quatuor et qui part dans une camionnette avec Pierre Lautin qui joue une sorte d'infirmier. Et voilà, bon, il y a tout un bisbis qui font qu'ils partent avec la fille de David Ayala qui est jouée par, je sais plus comment elle s'appelle, l'actrice. Et en fait, ils partent tous les 4 en une sorte de road trip. Et pendant ce voyage se dénoue tout un tas de choses. Et c'est beau, c'est émouvant, il y a un petit lien avec Little Miss Sunshine dans ce côté road trip movie dans un van. Et sinon, j'ai vu plein de films là récemment. J'ai vu La Palme d'Or, Panahi, là, Un simple accident, ouais, c'est ça, ouais, exactement. J'en dirai rien, parce qu'Aubry ne l'a pas vu encore. Le seul défaut du film, c'est qu'il ne méritait pas La Palme d'Or, puisque je pense que Nouvelle Vague le méritait. Voilà. Combien je vous dois ? On arrive à la fin de cet épisode. Merci Aubry, merci Mathieu. On vous invite évidemment à aller découvrir Nouvelle Vague en salle. Et on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Tu sais bien que ça va encore t'énerver, le café. T'aimes le cinéma lorsqu'il est insolent. Une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis heureux. Thelma et Louise travaillaient à 2 et c'était les meilleurs. On va perdre du temps. On est tous mortels. Et c'est complètement stupide. Ce café froid depuis 2 heures. J'y ai même mis mes cendres.